Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir le professeur Emmanuel Beignet, qui travaille en chirurgie cardiaque au CHU de Rouen, pour nous parler du sujet de la myocardite fulminante. Professeur Beignet, je vous remercie de votre présence et de votre participation à ce podcast. Et au sujet donc de la myocardite fulminante, première question. Pouvez-vous nous donner la définition de la myocardite fulminante et les chiffres qui y sont attachés ? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur le sujet ainsi. Alors la myocardite, c'est une inflammation. C'est une inflammation du cœur, donc c'est une maladie qui ne paraît pas très spécifique. On verra ça après en discutant ensemble peut-être. Mais donc c'est une inflammation qui est diffuse ou localisée. Et sa forme fulminante correspond à une forme extrêmement sévère, qui correspond finalement à une inflammation diffuse qui peut être mono ou biventriculaire et qui altère la fraction d'éjection, la fonction systolique, la fonction cardiaque dans son ensemble et qui est responsable, et c'est ça le mot-clé finalement sur la myocardite fulminante, d'un choc cardiogénique. Et donc dans la définition, dans la littérature, vous pourrez voir que cette myocardite, souvent, elle est définie comme nécessitant une suppléance circulatoire par un dispositif de type ECMO ou parfois avec l'association d'inotrope. Alors la myocardite fulminante est une pathologie qui heureusement reste rare. On estime que c'est 8% des myocardites. Alors avoir une idée sur l'incidence de la myocardite dans le monde, c'est un peu compliqué parce que la myocardite est parfois difficile à diagnostiquer et pour cette raison, on a des chiffres qui ne sont pas très fiables selon les pays. On estime globalement que les myocardites aigus sont de l'ordre de 10 à 20 pour 100 000 habitants. Et donc la mortalité de ces myocardites fulminantes, j'entends, est extrêmement élevée, puisqu'on est, toute myocardite confondue, globalement à 35% de mortalité à 60 jours. Ça reste moins que les autres chocs cardiogéniques sous ECMO, mais ça reste quand même un chiffre très élevé, car ça concerne souvent des patients jeunes. Merci de votre réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut en faire le diagnostic ? Alors, le diagnostic, il est difficile. C'est avant tout une suspicion clinique, le diagnostic, avec donc des patients qui vont avoir parfois de la fièvre, très souvent de la dyspnée, parfois des douleurs thoraciques. Et quand l'étiologie est virale, on peut également avoir des prodromes viraux qui peuvent soit accompagner la myocardite quand on a un virus qui va atteindre directement donc le myocyte, soit quand c'est une réaction post-virale dans les jours qui ont précédé, on va dire dans les 10 jours qui ont précédé les symptômes de myocardite. Alors si on veut avoir un diagnostic définitif, l'échographie ne nous aide pas forcément puisqu'il montre une dysfonction biventriculaire aspécifique. Par contre, l'IRM sur la myocardite en général est un excellent outil avec notamment des critères de Lake-Louise qui ont été modifiés en 2018, une conférence de consensus nord-américaine qui a permis d'avoir vraiment des critères très modernes avec des pondérations particulières, l'injection de gadolinium et du rehaussement. Mais sur la myocardite fulminante, a fortiori quand elle est sous ECMO, l'IRM n'est pas accessible. Donc, la biopsie endovasculaire myocardique a un intérêt très probable, même si elle est très peu pratiquée par les centres. Elle permet d'avoir de l'entomopathologie et elle permet également de rechercher soit de l'ARN viral, soit de l'ADN bactérien pour avancer sur le diagnostic. Vous avez esquissé un petit peu les différentes étiologies virales et bactériennes. Est-ce que vous pouvez nous en lister en tout cas les plus fréquentes ? Alors oui, merci pour la question. Donc il y a énormément d'étiologies, beaucoup plus que je ne pourrais les citer lors de ce podcast. Globalement et heureusement, les myocardites sont dominés par l'étiologie virale ou post-virale. En première ligne, c'est 75% des myocardites, les myocardites virales. C'est essentiellement des virus classiques qu'on peut rencontrer classiquement, à savoir les coxsackie-virus, qui eux peuvent avoir vraiment un dommage direct sur le myocyte. C'est également donc les adéno ou les entérovirus, les virus respiratoires comme la grippe, le Covid également. Et puis on peut avoir d'autres virus comme le parvovirus B19 ou la HHV6, le VIH, etc. On a des causes parasitaires, notamment
notamment en Amérique du Sud avec la maladie de Chagas. Et puis après, il y a toutes les intoxications, les maladies auto-immunes, et puis quelque chose d'un peu plus récent qui est les traitements novateurs du cancer avec ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint immunitaire qui peuvent avoir un profil extrêmement grave. Et il y a un dernier cas qui est important à connaître, c'est celui de la myocardite à cellules géantes qui représente environ 10% des myocardites, notamment fulminantes, et qui a un pronostic beaucoup plus sombre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les détails de la prise en charge de la myocardite fulminante ? Alors la myocardite fulminante, finalement, c'est avant tout un choc cardiogénique. Donc ça veut dire qu'il faut être aussi agressif que pour n'importe quel choc cardiogénique. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc il faut le prendre comme les recommandations sur un choc cardiogénique, avec un traitement donc, en réanimation quand elle est fulminante, avec l'utilisation d'inotropes, un monitoring qui doit bien évidemment être adapté aux patients. Et puis, quand on est sur des chocs cardiogéniques donc, sévères, avec une classification SKY qui globalement va E, D, voire éventuellement C, eh bien, on peut passer à la suppléance, idéalement par une ECMO véno-artérielle. Alors après, il y a des traitements qui sont plus spécifiques, on va dire, et pour lesquels la place est actuellement encore très débattue parmi les experts. Notamment parce que c'est une pathologie, comme on l'a dit, qui est rare et difficile à diagnostiquer. Donc, on a finalement peu d'études randomisées. Il y a une étude randomisée sur les corticoïdes qui est négative, mais avec les critères de jugement qui ne permettaient pas vraiment de répondre à la question. Donc, actuellement, ce qu'il faut, c'est traiter la pathologie de fond s'il y en a une. Et puis, on peut proposer, même si ce n'est pas encore dans les recommandations, des doses de corticoïdes dont la dose et le schéma d'administration n'est pas encore précisé. Professeur Beignet, je vous remercie de vos réponses très claires à nos questions. Nous vous recommandons donc le replay de la conférence d'actualisation du professeur Beignet sur la myocardite fulminante réalisée à la SFAR. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.